Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de comment optimiser son projet bébé. Donc, c'est vraiment une conférence pour tous ceux qui souffrent d'infertilité, pour des causes qu'on connaît ou des causes qu'on ignore. On va parler aujourd'hui des clés alimentaires et environnementales qui peuvent donner, en tout cas, qui peuvent mettre toutes les chances de notre côté quand on désire avoir ce parcours. Alors, je vais en profiter également pour enregistrer ce direct sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre de temps en temps. Vous verrez que vous pouvez avoir toutes ces conférences, non seulement bientôt en ressources sur mon site internet, mais également directement en live sur Instagram. Donc, on va parler de comment optimiser son projet bébé grâce à l'alimentation. Donc, je vais vous donner des clés alimentaires, mais non seulement alimentaires, mais également environnementales. On a vu qu'aujourd'hui, dans l'air, il peut y avoir une pollution ambiante. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler des perturbateurs endocriniens. On va revenir dessus. L'objectif étant de vous donner des clés pour faire en sorte que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté pour ce parcours qui peut être court, je l'espère pour vous, ou tellement long, ou en tout cas c'est un parcours de la PMA pour tous ceux qui souffrent de fertilité. C'est vraiment un parcours compliqué et douloureux. Alors, optimiser son projet bébé précieux, c'est comment? Alors déjà, on va voir à quoi sert cette PMA, qu'est-ce que c'est, comment optimiser sa PMA d'une façon générale, mais aussi comment l'optimiser lié avec tous les facteurs environnementaux, comment on va pouvoir jouer sur ces facteurs et comment également se faire aider, parce que Dieu sait à quel point on a besoin de se faire aider. La PMA, c'est d'abord un univers médical. On a vu que euh, tout cet univers médical est trop médicalisé quelque part, et on ne tient pas compte de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, et vous accompagner dans ce parcours qui est unique, c'est aussi une façon d'optimiser la réussite de ce projet. Et donc, on va voir comment. Alors, qui suis-je? Je suis Florence Pujol, diététicienne comportementaliste. C'est vrai que c'est un parcours assez particulier, hein. Qu'est-ce qui fait que, heu, on va se retrouver à travailler en PMA alors qu'on fait de la diététique? Tout simplement étant d'abord spécialisée en troubles des conduites alimentaires depuis, maintenant, presque plus de 20 ans. Hem, Malgré moi, j'ai été amenée dans cet univers puisque, dans les troubles des conduites alimentaires, nombreux sont mes patients ou patientes qui souffrent d'infertilité. Ainsi, bah, j'ai fait partie des associations. Je travaillais avec beaucoup de gynécologues spécialisés dans la fertilité pour qu'ensemble, on puisse optimiser ce parcours pour qu'il soit moins douloureux et puis surtout qu'au final, un bébé puisse arriver de ce joli projet. Donc, effectivement, lors des suivis, il y a pas de régime, c'est vraiment très comportemental, pour pouvoir vous permettre de vous réécouter, et cetera. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Alors pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, si vous regardez par la suite la conférence, sur, mon site internet, vous aurez donc toutes les slides que je suis en train, en même temps, de montrer à tout le monde. Là, j'ai effectivement, pour, continuer à parler un petit peu de moi et de qui je suis, j'ai, écrit plusieurs ouvrages, dont celui des 100 mots de la diététique, celui de Je mange et je suis bien, et un dernier né, qui est celui sur la boulimie. Dieu sait que les troubles des conduites alimentaires peut être une des causes de l'infertilité, pas uniquement bien évidemment, mais ça joue énormément. Donc quand c'est comme ça, l'objectif c'est aussi pour optimiser son parcours et avoir un bébé, c'est bien s'alimenter et retrouver aussi un apaisement dans ses conduites alimentaires. C'est pour ça que ces ouvrages peuvent être à ce moment-là très utiles pour vous. Alors, la PMA, c'est quoi? Heu, la PMA, c'est en fait l'ensemble de traitements et de procédures qui vont inclure la manipulation, heu, d'une façon in vitro des ovocytes, des spermes humains ou d'embryons afin d'obtenir une grossesse. Alors, il y a plein de façons, je dirais dans son parcours, il y a plein de façons, de vivre, sa PMA. Bon, il y a des FIV, hein, fécondation in vitro, bien connu, mais on a aussi les boosters, les stimulations,
les injections intracytoplasmiques, des injections autres. Enfin, on a aussi les IMSI, les transferts d'embryons congelés. Enfin, tout peut se faire aujourd'hui. La science avance. Chaque parcours va avoir des interventions qui vont être particulières en fonction des étapes du parcours. Si vous en êtes, vous, au tout début, j'espère que vous allez rester au tout début. Si ce n'est pas le cas, vous verrez qu'à chaque fois, on va pouvoir vous proposer, en fonction des raisons de votre infertilité, si on les connaît, euh, des différents moyens de vous aider pour que vous puissiez, soit en maman solo, soit en couple, puissiez donner naissance à ce bébé qui sera donc si précieux, hein, si voulu. Euh, Là, j'ai de nombreux patients qui souffrent donc de PMA et c'est vrai, ce que j'entends beaucoup, et beaucoup, c'est d'abord une culpabilité de ce corps. Euh, J'entends: «Mon corps est un traître, il ne fait pas ce que je veux, je lui fais plus confiance, je l'aime plus». Donc ça, c'était, des paroles de Jérémie, Marie et Anne. Mais, ce que j'entends aussi, c'est, «Mon Dieu, je suis grosse, c'est pas engrossé», ce qui est un peu la double peine, hein, pour, beaucoup de femmes, puisque, ce parcours va engendrer des prises de poids, hein. À chaque FIV, on peut avoir un +4 kilos. Donc vous imaginez bien que si on fait 4-5 FIV, ça chiffre vite. Et là, je vous entends, déjà dire: «Ah ouf, moi j'en ai pris que 8, ou ouf, j'en ai pris 4, ou ouf, j'en ai pas pris aussi». Hem, donc c'est un corps qui est dysfonctionnel. Heu, Hier encore, j'ai entendu, une de mes patientes me dire: «Non mais je suis pas normale». Je dirais: «Si, si, vous êtes normale, hein, tout le monde est normal, hein, c'est pas, enfin, c'est pas un problème de normalité. Oui, il y a un dysfonctionnement, mais c'est pas pour ça que le corps dysfonctionne complètement. D'ailleurs, généralement, on est en bonne santé, hein, tout va bien. Mais on n'y arrive pas. Et oui, il y a un hic quelque part dans la machine et c'est normal d'en vouloir à ce corps qui n'y arrive pas. Surtout que quand on voit la tristesse, la frustration, l'énervement, l'entourage qui sait moyennement bien s'occuper de nous, hein. J'ai pu tout entendre, du type, «Mais pourquoi tu abandonnes pas?» et cetera. Donc, c'est vrai que mes patientes me disent tout ça et c'est difficile, d'avoir, je dirais d'avoir un parcours de 10-12 ans, de PMA et d'entendre dire, d'une façon peut-être bienveillante, mais complètement maladroite: «Ah, tu devrais abandonner, pourquoi tu adoptes pas?» Je dirais à tous les gens qui m'écoutent, qui sont des accompagnants, des amis, des parents, de couples qui sont en PMA, surtout, leur dites pas ça. Dans ce cas-là, vous êtes comme des, je dirais, vous êtes des personnes qui s'assoient sur le boulet qui est déjà qu'on traîne déjà et qui est tellement dur à soulever, à continuer. C'est tellement des voix désespérantes, c'est tellement douloureux. S'il vous plaît, hein, pour tous les accompagnants, le but du jeu, c'est plutôt de leur dire: «Je suis là, je t'écoute si tu as besoin de parler, je parle pas si tu as pas besoin que je parle, je parle d'autre chose si tu as besoin qu'on parle d'autre chose». Parce que vraiment, c'est un parcours douloureux. Et le rapport qu'on a avec son corps, hein, quand on souffre de PMA, hein, je dirais presque ça, hein, parce que c'est autre chose que, enfin, c'est un parcours de torture, est très particulier et c'est pour ça que c'est important d'avoir un accompagnement qui soit un peu plus soutenu, qu'un accompagnement simplement médicalisé. D'où, tous nous, les paramédicaux, on est là pour vous aider, pour optimiser, pour faire en sorte de mettre toutes les chances de votre côté, pour réussir. Donc, la PMA, c'est comment? C'est un parcours douloureux. Heu, on a l'impression d'avoir un premier grand échec dans sa vie parce qu'on a envie d'avoir un enfant, on est en couple ou on est en maman solo, et on se dit: «On n'y arrive pas», et on voit à côté de nous tous ceux qui ont des enfants, notre sœur, nos frères, notre voisine. On a l'impression qu'on est envahi par ces gros ventres, par ces femmes enceintes, par ces poussettes. Et c'est dur, ça finit par être quasiment une obsession, de: «Mon Dieu, est-ce qu'elle va être enceinte? Oui, elle est enceinte». À chaque annonce de grossesse, on pleure. Donc on voit que c'est vraiment douloureux. Ça donne un sentiment d'isolement parce que personne peut comprendre en fait, ce que c'est. De honte: «Mon corps n'y arrive pas, je suis nulle, je suis foutue, j'y arriverai jamais». On a vraiment, des souffrances liées aussi, au décalage entre la grossesse psychique et la grossesse réelle. On est enceinte dans notre tête et on n'y arrive pas. C'est ça la PMA, hein, c'est, à chaque fois, on pense qu'on va être enceinte, on tombe enceinte et ça marche pas. Et là, c'est l'effondrement psychique, l'effondrement des hormones en même temps. C'est une douleur, en fait. C'est une douleur corporelle aussi, hein, avec tout ce qu'on s'injecte, c'est douloureux, hein. Avec tout ce qu'on subit, c'est douloureux, mais psychiquement aussi.
c'est épuisant, c'est un parcours qui est révoltant, c'est un parcours plein d'injustice, de désespoir, de tristesse, de deuil aussi, hein, de deuil de beaucoup de choses, hein, de deuil d'enfants qu'on n'aura jamais peut-être, de deuil d'enfants qu'on a perdus, hein, et c'est vif en fait. Et c'est vrai que c'est un désir vif qui est viscéral que d'avoir son enfant et ça devient parfois cette volonté d'enfant, parfois éclipse tout, hein, puisqu'elle peut devenir obsessionnelle. On va sacrifier beaucoup de choses dans sa vie. On va sacrifier les vacances, le voyage, peut-être un mariage aussi, les reconversions professionnelles. On va sacrifier aussi les petits plaisirs du quotidien, et on sacrifie aussi une intimité épanouie, hein. La sexualité, c'est plus la même, hein. Il y a beaucoup de changements, hem et c'est pour ça que c'est important, le plus précocement possible dans un suivi, PMA, heu, d'avoir recours à un accompagnement parallèle. Hem, il y a des psys qui s'occupent, des hommes, hein, qui font la grossesse au masculin, qui font la PMA au masculin, et c'est important, hein, souvent c'est un couple, avec, soit un individu du même genre, un individu, différent. Il peut y avoir un homme ou une femme, mais souvent dans les couples qui sont hétérosexuels, qui veulent avoir un enfant, on je dirais l'homme est un peu laissé pour compte. Et c'est important d'en tenir compte, hein, de vous, messieurs, monsieur. C'est important de les chouchouter, ces hommes, parce qu'eux aussi, hein, vivent la brutalité de la PMA, alors que, souvent on les abandonne et on les laisse tomber. Donc on n'oublie pas que dans un accompagnement, ça soutient madame, son corps, mais aussi monsieur, c'est important. Alors, hop, la PMA en quelques chiffres, récemment, on entend beaucoup parler, de cette PMA, parce que c'est vraiment on a une problématique de naissance, en France et dans la plupart des pays européens. On a vu que l'Agence, de la biomédecine a recensé près de 150 000 tentatives de PMA. C'est monumental, bien évidemment en quelques années, hein, et près de 25 000 naissances. Alors quand on entend ça, ça fait mal, hein, parce que ça représente, pas beaucoup de naissances par rapport aux tentatives. Mais ça, on le sait, hein, quand on commence la PMA. On le sait, mais on n'arrive pas à y croire. Hem et puis par chance, hein, on n'a pas besoin d'y croire parce que ça marche du premier coup et puis de temps en temps, ça marche pas du premier coup et là, on finit par comprendre, que ça va être dur. Selon le rapport en parce qu'aujourd'hui, il y a un rapport, hein, sur, les causes, d'infertilité, qui a été mis en place par le gouvernement pour aider, hein, les populations à se reproduire. L'infertilité touche environ 3,3 millions des concitoyens, français. C'est un chiffre qui, ne cesse d'augmenter. Donc c'est assez affolant, ça fait vraiment peur. On voit que la FIV domine, hein, puisque 70 ça représente 70 des actions qui vont être, menées. Donc, plus ou moins, on reste, on passe, tous les gens qui souffrent de PMA vont plus ou moins passer par la FIV à un moment donné, dans leur parcours. Et on se pose toujours la question sur le taux de réussite. Je dirais, il est profondément flou. On voit des personnes qui vont des parcours PMA et qui réussissent à avoir un enfant après ce parcours PMA, alors qu'ils pensent que jamais ils en auront. Hem, il y a des gens qui vont avoir, des patients qui vont avoir des enfants lors des arrêts de parcours de PMA et il y en a d'autres qui ont pendant les parcours de PMA. Donc on c'est difficile de chiffrer, en fait, la réussite, de tout ça. À voir. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment optimiser sa PMA? La PMA, je dirais, elle optimise par ce qu'on appelle les MCA, c'est-à-dire la médecine complémentaire alternative. Attention, ça reste une médecine complémentaire, hein, on ne parle pas des vendeurs d'espoir, hein, on n'en est pas là. On n'est pas là pour faire des miracles, hein, on n'est pas là pour entrer dans un système religieux de croyance, et cetera, ou d'effets miracles. Faire attention à tous les professionnels qui vous vendent du miracle, c'est souvent très, très dangereux, et c'est vrai que quand on est tellement désespéré parce qu'on a tellement envie d'avoir cet enfant, on est tellement en obsession, on pleure tellement du malheur, de la frustration de ne pas l'avoir, qu'on peut être suffisamment fragile pour se retourner vers ces vendeurs de miracles. Encore une fois, faites très, très attention à ça, c'est dangereux. Donc plutôt se retourner vers ce qu'on appelle une médecine complémentaire alternative, c'est-à-dire, selon l'Organisation mondiale de la santé, ça représente l'ensemble des pratiques qui n'appartiennent
ni à la tradition, ni à la médecine conventionnelle du pays et qui ne sont pas pleinement intégrés à son système de santé dominant. La diététique, par exemple, c'est quelque chose d'assez connu quand même, hein, mais la diététique ne fait pas partie de la médecine dominante. Ce sont en gros, en France, on les appelle les paramédicaux, c'est-à-dire ce qui tourne autour du système médical dominant et qu'on retrouve également au centre hospitalier. Dans tous les centres hospitaliers, on a un service diététique. Aujourd'hui, on a d'autres, je dirais, soins alternatifs comme la sophrologie, comme l'ostéopathie, qu'on va intégrer aussi, qui ne font pas encore officiellement partie, en tout cas pour la sophrologie, d'un secteur du paramédical. Néanmoins, on voit que ce sont des sciences qui commencent à être très reconnues au niveau de la santé. Donc, par exemple, la sophrologie fait partie de la médecine complémentaire alternative. Alors, cette fameuse MAC, hein, par exemple, médecine alternative, ça serait pour qui? Alors, je dirais c'est pour ceux, en tout cas tous ceux qui veulent avoir un soutien optimal pour tenir dans cette durée. Le parcours PMA, c'est de l'endurance, c'est une course d'endurance. C'est comment tenir. J'ai des patientes aujourd'hui qui en sont à leur 13e année. euh, pour pas souffrir mentalement et arriver à tenir, à persévérer pendant 12, 13 ans, euh, c'est vrai que c'est important d'être accompagné pour pouvoir vivre avec, vivre quand même ces 12 années, hein, vivre sans enfant, vivre avec ce désir d'enfant, mais pas perdre des années en oubliant de vivre. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir une médecine complémentaire, ça soutient d'une façon optimale pour aussi que son corps puisse tenir dans la durée, que son moral puisse tenir dans la durée, que son couple puisse tenir dans la durée. C'est aussi important pour ceux qui souffrent de troubles fonctionnels. Je ne sais pas, hein, par exemple, de maladies chroniques, vous souffrez d'un diabète, vous souffrez de douleurs de dos, vous souffrez de plein de trucs. C'est important aussi d'avoir ce soutien-là pour optimiser, hein. Optimiser une PMA, c'est faire en sorte que son corps soit le plus fonctionnel possible en dehors de dysfonctionnement d'infertilité. Donc, c'est vrai que c'est important de prendre en compte tout ce qui est annexe, hein. C'est un accompagnement également sur la prévention, sur l'amélioration de la qualité de vie, qui joue un rôle, direct ou indirect, sur la réussite. Hein. On dit toujours, il faut être heureuse pour faire des bébés. Malheureusement, être heureuse ne suffit pas, hein. Vous le savez, hein, toutes les patientes ou toutes les personnes qui sont ici, qui m'écoutent aujourd'hui, savent que c'est pas évident, hein, c'est pas qu'on a un problème de couple, hein, on est d'accord. Euh, les soins, ce sont des soins de support contre aussi tous les effets secondaires de cette PMA, parce que on nous injecte des produits, hein, des produits qui sont durs, des produits qui sont lourds, des produits qui vont avoir un impact sur notre santé mentale, notre santé physique, notre morphisme. On change de corps, on change physiquement de corps. On grandit pas, hein, on devient pas plus petit, mais euh, on devient plus gros, hein, on prend de la poitrine, on a un relâchement, de la gaine abdominale, on prend du bide, on prend et bon, on a besoin de soutien par rapport à ça pour optimiser, pour faire en sorte que c'est moins d'impact. On va aussi profiter, de, tout le secteur paramédical pour limiter la surcharge des médicaments. Ça aussi, c'est important. Vous allez avoir mal partout. Et donc, c'est important d'avoir un soin, hein, qui va vous permettre de limiter la surcharge médicamenteuse. Cette surcharge peut avoir également des conséquences, soit quasiment tout de suite, soit dans l'avenir sur notre santé. Donc, c'est à titre préventif. Et ça permet aussi d'avoir plein d'actions complémentaires dans la douleur en particulier. Il y a beaucoup de patients qui souffrent physiquement, en fait, juste qui ont mal. Mal pendant, mal après, hein, mal, ça fait mal. De temps en temps, ça fait mal et c'est important que on soit là pour limiter cette douleur. Alors, les professionnels, je dirais, qui peuvent vous accompagner pendant ce parcours de PMA, ça va être vraiment à la carte, hein. C'est difficile de vous conseiller absolument quelque chose de profondément précis. Ça va dépendre de votre parcours, et ça va dépendre des étapes de votre parcours. Généralement, on considère effectivement la personne dans sa globalité, donc on a besoin de voir son histoire, et donc c'est un accompagnement qui prend du temps. Je dirais en première ligne, forcément, ce sont les sages-femmes. On oublie que dans un parcours PMA, ça va être ultra médicalisé, et on va suivre ce que dit notre gynéco, etc. Et c'est toujours intéressant d'avoir en parallèle une sage-femme qui est spécialisée en PMA et qui va
discuter avec vous de ce qu'il est en train de se passer, qui va discuter avec vous de ce que vous avez besoin de ressentir, de vivre. Est-ce que c'est normal que je sente ça? Est-ce que ça l'est pas? Qui va prendre le temps de répondre à vos questions, le temps de vous accompagner, le temps d'énumérer aussi vos petits bobos qui sont annexes, le temps de vous accompagner aussi dans les effets secondaires de ces prises d'hormones. Et on n'oublie pas, je dirais, enfin, de mon point de vue, c'est quasiment obligatoire d'avoir une personne qui vous suit dans toutes les étapes et qui ne soit pas une personne purement médicale, mais vraiment un soutien presque de femme à femme. Alors, une sage-femme peut être un homme aussi, hein, euh, mais voilà, qui peut accompagner le couple. Et peut-être que c'est cette sage-femme qui va vous dire à un moment donné, ah, là, ça serait intéressant de voir un diététicien, là, ça serait intéressant de voir un acupuncteur, là, ce serait intéressant de voir un psychologue ou un psychiatre qui est spécialisé en PMA, mais aussi en sexologie. Pour le couple, c'est important. Donc, je dirais le pivot souvent des médecines complémentaires, ça reste la sage-femme. On n'y pense pas, parce que comme on est toujours entre le gynéco, l'échographe, le machin, le truc, le labo et tout, on pense pas se rajouter ça. J'entends bien que se rajouter ça, mais en fin de compte, au final, c'est pas se rajouter ça. euh, c'est avoir un cocon de protection, avoir un matelas, une couverture toute douce qui va faire en sorte que vous allez continuer ce parcours avec beaucoup plus de douceur. J'ai envie de dire, dans ce monde de brut qui est la médicalisation, qui est la surmédicalisation de la PMA, donc, la sage-femme est là aussi pour vous orienter, peut-être pour faire des choix avec vous sur est-ce que ce serait intéressant ici et maintenant d'aller voir un psychologue, psychologue de couple, psychologue au masculin, psychologue pour vous, psychologue ou psychiatre pour cet accompagnement. Est-ce que ça serait intéressant aussi de voir un chiropracteur ou un ostéopathe, hein? Vous avez des mouvements de corps, des mouvements de posture pour, je dirais, accueillir bébé. C'est quand même plus simple d'avoir, je dirais, une posture qui est assez optimum. Peut-être l'acupuncture également et diététicien spécialisé dans la PMA, mais pas non seulement dans la PMA. Je vous inviterai à voir un diététicien qui soit PMA, endométriose et grossesse. Les trois sont importants. Alors, pourquoi l'endométriose, même si vous ne souffrez pas d'endométriose? C'est que comme c'est quand même une des grandes causes de l'infertilité, généralement, un diététicien qui est bon en PMA, il va savoir traiter l'endométriose. Donc, je dirais, si c'est un petit truc pour choisir votre diététicien, c'est important que ce soit ça. Et c'est important également qu'il soit spécialisé en conduite alimentaire. Pourquoi? Parce que les hormones vont modifier votre comportement alimentaire. Et on le voit très bien, hein, avant ces règles, qu'est-ce qu'on fait? On bouffe, on est un puissant fond, on a la dalle, on cherche les aliments denses, on va taper le burger frites, on va taper genre le truc, et là, on va être en panique. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un diététicien qui soit spécialisé dans les conduites alimentaires. Ok? Euh, on parle aussi, et ça c'est mon grand chouchou, hein, généralement dans les médecines complémentaires, euh, c'est la sophrologie. Euh, Plus que la méditation, la sophrologie va vous permettre de relâcher tout ce qui est sécrétion, je dirais, d'hormones de stress. Et les hormones de stress, ça peut être véritablement une des causes des inflammations. Et on sait bien que des inflammations au moment d'une PMA, ça va pas ensemble. Donc, la PMA va donner du stress, va contracter tout votre corps, va vous donner des réactions qui peuvent être inappropriées. L'injection d'hormones vous donne du stress parce qu'on est beaucoup plus d'humeur irritable, voire ça peut même jouer sur votre sommeil. Donc, on est encore plus d'humeur irritable, donc on va encore plus sécréter des molécules inflammatoires. La sophrologie n'est pas là pour vous enlever votre stress, elle est là pour vous apprendre à vivre avec mieux, relâcher ce corps, chouchouter ce corps pour qu'il soit, je dirais, plus apte et plus optimum à accueillir bébé. Donc, je dirais en numéro un, forcément la sage-femme. Euh, En numéro 2, je dirais un diététicien est là pour voir si la nutrition peut vous aider, si votre comportement alimentaire est optimum. Faut pas oublier que le but du jeu, c'est de rendre cette machine qui est dysfonctionnelle d'un point de vue fertilité, un peu plus fonctionnelle. Et comme toute machine, je dirais, si c'était une voiture, vous auriez besoin de donner un bon carburant, et ben, c'est la même chose. Bien manger, c'est aussi optimiser sa santé. Et optimiser la santé, c'est optimiser votre corps
pour recevoir et accueillir cet enfant. Donc, véritablement, voilà, tous les professionnels, hein, si vous avez les moyens et les possibilités, je dirais, prenez-les tous. Mais si c'est pas le cas, faites un choix d'abord sage-femme. Elle va peut-être gérer avec vous les priorités, ensuite diététicien et après peut-être sophro, psycho, ostéo et un acupuncteur ou autre, hein, je ne les ai pas tous nommés ici. Alors, rôle de la diététique, hein, étant diététicien, bien évidemment, on va voir ça. Alors, je vous en ai parlé déjà un tout petit peu. Dans le rôle de la diététique, on a effectivement géré d'abord, pour tous ceux qui souffrent des troubles des conduites alimentaires, les troubles des conduites alimentaires. D'accord? Donc, si on souffre d'anorexie, de boulimie, ou si on a souffert de troubles des conduites alimentaires, là, la diététique comportementale alimentaire est extrêmement importante. D'accord? Parce qu'il y a des conséquences des antécédents des multiples régimes, des multiples restrictions, des multiples crises hyperphagiques, avec ou sans vomissement, avec ou sans compensation, hein. Les gens pensent boulimie, ils pensent vomissement. Non, 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 on a juste surbouffé, on a juste fait du craving à un moment donné, on a juste... Donc en fait, à un moment donné, on s'est mis à manger, 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 on a juste mangé en cachette pendant quelques années, et tout ça, ça n'a pas optimisé votre santé, et donc ça peut avoir un impact plus ou moins important, et on n'oublie pas que les troubles des conduites alimentaires, c'est un trouble qui se trouve au niveau du cerveau et qui a un impact immédiat sur quoi? Sur les hormones. D'ailleurs, on le voit très bien, quand on souffre de troubles des conduites alimentaires, il se peut que pendant une phase de notre vie, on n'ait plus nos règles. Donc, on voit bien hein, que ça joue sur la menstruation. Donc, en ça, si vous avez souffert, ou si vous souffrez actuellement, ou si vous vous posez des questions sur les conduites alimentaires, est-ce que c'est normal? Est-ce que j'aurais peut-être une sorte d'hyperphagie, de boulimie, ou peut-être que je suis un peu trop obsessionnelle sur l'alimentation, j'ai tellement peur de mal faire, allez tout de suite voir un diététicien comportementaliste spécialisé en infertilité, en PMA ou endométriose. Et comme ça, on va pouvoir régler ça tout de suite le plus précocement possible pour éviter de subir des parcours alors qu'on aurait pu optimiser ça dès le début. D'accord? Bien évidemment, on va voir aussi l'alimentation via les hormones, comment optimiser, aider le corps à être le plus fertile possible. On va voir également la prise de poids. C'est extrêmement important de se dire que on prend du poids, mais pas trop. On va optimiser ça aussi. Ça, c'est important. On va optimiser aussi les pertes de poids, faire attention. Il peut y en avoir également. Perte de poids veut dire aussi une fonte de tissu musculaire ou autre, font des réserves. Et effectivement, quand on veut tomber enceinte, on a besoin d'avoir une certaine dose de réserve. On voit bien que la malnutrition ou que la dénutrition va faire baisser les chances de la fertilité. Donc c'est vrai que l'alimentation ne fait pas gagner la partie, hein, mais par contre peut faire perdre la partie. Donc, vaut mieux avoir une ou deux consultations pour rien que de louper ça. Mm. Il y a aussi je dirais pour monsieur, tout ce qui est optimisation de la sécrétion, de la production des gamètes, hein, que ce soit du sperme ou de l'ovule. Il faut bien de la matière première pour ça. Et c'est vrai que c'est important. On peut donner quelques conseils. On peut juste vous accompagner dans ce parcours-là. On a aussi bien souvent, on peut avoir des chirurgies bariatriques. Ça, on n'oublie pas que le suivi en diététique est obligatoire pour tout ce qui est post-chirurgie bariatrique et d'autant plus quand on veut optimiser un parcours PMA. Et puis ensuite, on peut aussi avoir besoin et recours, et je dirais que c'est quasiment obligatoire à la diététique pour tout ce qui est problématique chronique, intolérance, allergie, etc. C'est important de faire en sorte que le système digestif, qui se trouve à peu près là où va se trouver le nid, hein, soit, je dirais, en bonne santé. Voilà, en tout cas optimisé. Comment optimiser donc? On va commencer par plusieurs secteurs. Vivre, c'est d'abord vivre dans un environnement, vivre chez soi, vivre dans sa maison. Et là, je vais vous parler de perturbateurs endocriniens et des polluants, d'accord? La première chose qu'on va essayer de faire, effectivement, c'est de voir et d'enlever, de limiter tout ce qui pourrait perturber le système hormonal, d'où on va poser notre attention sur les polluants intérieurs de la maison. Parce qu'on pense que, en fait, la pollution, c'est dans les grandes villes. La première pollution qu'on puisse avoir, c'est à l'intérieur de chez soi. Je dirais même, c'est dans la salle de bain et dans la cuisine.
ou si on vient de faire le ménage partout. Donc, la première chose à faire, c'est de ouvrir les fenêtres. Très important pour enlever, éliminer les polluants intérieurs, ça va être de ouvrir les fenêtres, d'accord? Ouvrir les fenêtres, aérer 2 fois par jour, matin et soir, convenablement son appartement. Ça va permettre d'évacuer tous les polluants qui sont issus de produits chimiques ou tout simplement d'aérer pour réapporter un peu d'air frais, d'oxygène, etc. Donc là, les polluants intérieurs, on va les trouver, je dirais, sur tout ce qui est cheap sheet. Je vous inviterai, suite à cette conférence ou webinaire, de faire le tour de votre appartement et de regarder si vous n'avez pas des produits à base d'huiles essentielles. Là, vous les jetez. Pourquoi les huiles essentielles sont interdites pendant la grossesse, donc interdites pendant la PMA? C'est vraiment des grands perturbateurs. Donc on enlève tout ce qui est cheap sheet ou les assainissements d'air. Là, il y a des produits qui vont assainir l'air à base d'huiles essentielles. Ça, vous jetez. C'est plutôt un polluant quand même, faut le dire. Donc ça, on jette. Tous les déodorants pour toilette, on jette. Tous les déodorants sous bâton, etc., on jette. Et là, on va faire attention à tous nos produits cosmétiques qui vont être volatiles. Le parfum, tout ce qui a beaucoup d'odeur, les shampoings, etc. Ça, c'est volatile, ça va rentrer par les voies respiratoires directement dans le sang, donc on va les éliminer. Euh, Dans tout ce qui est polluant cosmétique, on a aussi le vernis. Alors, j'en ai pas, effectivement, des formations professionnelles. Euh, j'ai pas de vernis, mais surtout quand on est en PMA, on n'a pas de vernis. On ne porte pas de vernis. Il n'y a pas plus polluant qu'un vernis. La première chose qu'on enlève, c'est le vernis. Éventuellement, si vous voulez avoir des ongles brillants, comme les miens, tout simplement, vous les polissez un petit peu, et comme ça donne un côté sympa, trop mignon, trop beau. On a le droit de prendre soin de ses ongles. On peut avoir de beaux ongles sans avoir de vernis dessus. Donc, généralement, c'est ça. On fait attention aussi à pas avoir plein de produits, d'accord? Je dirais, donc on a beaucoup de produits cosmétiques. Généralement, on préfère les limiter à 5. Dans les produits cosmétiques, on va compter le dentifrice. Donc, pour vous dire que très rapidement, dans la vraie vie, on va être à 10-15 produits par jour, surtout si vous vous maquillez entre la crème, le fond de teint, le ricil, etc. Le déodorant. Le déodorant, si vous pouviez le préférer à bille, ça évite vite toutes les surfaces volatiles. Et surtout, pour ceux qui ont la chance d'avoir des fenêtres dans la salle de bain, après la douche, vous ouvrez les fenêtres. Tout bête, mais extrêmement efficace et très important. D'accord. Autre chose qui sont d'autres polluants, perturbateurs endocriniens, sont les contenants alimentaires. On a bien entendu parler des plastiques qu'on voit partout. Donc, pas de plastique. Vous mettez, si vous avez envie de conserver vos restes au réfrigérateur, dans des Tupperware en verre ou en inox. D'accord? Ça, c'est important. Les modes de cuisson, vous évitez les téfales. Téflon, polluant. Pas bon du tout. D'accord? Donc ça, on évite tout ce qui est téflon. Si vous en avez une super neuve, pas de problème, devenez maniaque. Il faut surtout pas qu'il y ait de rayures sur le téfal. D'accord? Donc, d'une façon générale, les modes de cuisson, ça va être plutôt sur l'inox ou autre. Téflon, faire attention. Donc, pas de téflon, forcément, ça va accrocher. Mais on va retrouver la cuisine d'antan. Super. Et l'alimentation, souvent on pose la question bio, pas bio. Je dirais oui, profitez du bio. Malheureusement, dans le bio, il y a quand même des pesticides. Euh, je dirais pour tous les aliments qui sont dans le sol, type les pommes de terre, on n'a peut-être pas d'obligation de les prendre bio. De toute façon, elles sont épluchées. Enfin, en tout cas, essayez d'éplucher vos fruits et légumes. Ça sera beaucoup plus rentable que d'acheter systématiquement bio. Maintenant, c'est quand même souvent mieux d'acheter bio puisqu'il y a moins de pesticides, donc moins de perturbateurs endocriniens. Je dirais surtout pour tout ce qui est salade. Ce sont des aliments qu'on va consommer, qu'on va laver bien évidemment. Mais là, voilà, là, je dirais pour des aliments type salade, des aliments que vous allez manger crus avec la peau, préférez les bio. Pour les autres, j'entends bien que c'est un budget quand même, faut être réaliste aussi. Vous épluchez. Vous lavez, vous épluchez un fruit et légumes et ça ira, ça sera OK. Pour tout ce qui est viande, on a une problématique avec la viande, c'est les viandes qui sont traitées aux hormones. Alors, c'est surtout les viandes qui viennent des États-Unis. Voilà. Vous pouvez aussi les préférer bio, mais alors là, c'est un vrai budget. Donc, faites comme vous pouvez, ça sera déjà le maximum, je dirais. Et tout ce qui est poisson, c'est max 2 fois par semaine pour PMA, grossesse et enfants, parce qu'on a du mercure et des polluants qui sont vraiment très toxiques pour le corps humain. Pour tous les autres, c'est 3.
Donc, je dirais maintenant, malheureusement, on ne peut pas manger du poisson tous les jours. En tout cas, c'est vivement déconseillé à cause des métaux lourds. Donc, plutôt 2 par semaine max quand on est en parcours PMA, aussi bien pour monsieur que pour madame. Ça va dépendre, bien évidemment, des interventions qu'on va avoir avec monsieur. Alors, limiter les polluants, hein, c'est ce qu'on a vu. Hein. Donc, en cosmétique, hein, c'est un petit rappel. Donc là, vous avez une slide, vous qui ne le voyez pas sur Instagram, mais vous avez une slide que vous pourrez retrouver. Hein. Vous la prenez en photo si vous voulez sur votre téléphone, comme ça vous l'avez avec vous. Mais c'est où surtout faites partager cette conférence à tout le monde, que ce soit, enfin, à tous les gens intéressés, bien évidemment. Comme ça, il y a une sorte de guidebook de trucs à éviter. Donc, ne pas porter de vernis, ni de coloration, réduire le nombre de cosmétiques utilisés personnellement, dentifrice inclus. Ça, on le garde, notre dentifrice, hein. Mais pour vous dire que tous les produits sont concernés, hein. Utiliser un déodorant à stick, lire les étiquettes et préférer les produits contenant moins de 5 ingrédients dans tout ce qui est cosmétique, hein. Limiter les produits en spray ou sans rinçage. Hein, le shampoing sec, on évite. Je sais que c'est pratique, hein, mais on va éviter. D'accord? Pour la pollution de l'air intérieur, ce que j'ai noté sur le slide, c'est ouvrir ses fenêtres 2 fois par jour, ne pas fumer dans le logement. Alors, heureusement, aujourd'hui, on le fait moins. Mais pour tous les copains qui arrivent à la maison et qui veulent fumer, c'est dehors. Mais vraiment dehors. Faites fenêtre fermée, porte fermée, etc. Autorisez généralement aucune forme de parfum intérieur. Encens, huile, parfum, insecticide, peinture, tout ça, c'est dehors. Vérifiez chaque année aussi les appareils de chauffage par un professionnel. C'est bête, on ne le fait pas, mais déjà c'est mieux pour vos appareils, hein, ça vous économisera parce qu'ils auront une durée de vie plus longue, mais surtout c'est mieux pour vous parce qu'il peut y avoir des fuites euh, de certains gaz, d'air qui vont vraiment pas être bons pour vous. Hein. Limiter les polluants, c'est donc ça, c'est une super slide numéro 2. Limiter les contenants alimentaires, l'utilisation des contenants non pas en plastique. Ça, c'est pas possible. Enfin, limiter les un maximum. Conserver les préparations dans des boîtes en verre, c'est ce que je vous ai dit. Mode de cuisson, pas réchauffer les aliments dans des contenants en plastique. Donc, micro-ondes, pas micro-ondes, on enlève, on met ça dans un bol et on met le bol, si vous voulez, au micro-ondes. Le micro-ondes est autorisé parce qu'il fait que agiter les molécules d'eau, donc ça rajoute pas de polluants. Hein. Ça, c'est nota bene, mais c'est important. Hein. Souvent, j'avais la question. Évitez. D'ailleurs, si vous avez des questions là en live, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur le webinaire ou sur Instagram. J'y répondrai à la fin. Évitez les poêles et les casseroles Tefal et privilégiez la céramique, le Pyrex, c'est le verre, hein, les verres souvent qu'on met dans le four, hein, les plats un peu transparents, ou l'inox. Hein, alors, c'est pas pratique à laver, hein, mais on y arrive bien, maintenant on a des bons produits. Hein. Donc voilà. Les principes alimentaires, hein, c'est avoir une alimentation effectivement appropriée à ses besoins. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, hein, puisque, en fin de compte, ces besoins sont différents tous les jours et vont être vraiment différents en fonction de vos traitements, en fonction du type de booster, d'hormones, de ce qu'on vous injecte. Euh, le corps va répondre à ces injections et il va avoir besoin d'un carburant plus particulier, il va avoir besoin d'avoir des nutriments particuliers, etc. Donc c'est important d'avoir vraiment un suivi pour voir les changements de besoins. Euh, et c'est vrai que bien souvent, on a du mal à s'écouter, ou on s'oublie, ou on va écouter les autres parce qu'on a tellement plus confiance en nous, en notre corps, qu'on va écouter le focus des autres qui vont dire que ça soit mieux. Et puis, il y a une propagande hein, alimentaire, hein, sans lactose, sans gluten, sans sucre, sans viande, sans machin. Bon, à la fin, on mangerait plus rien hein, si on écoutait tout le monde. Hein. Donc, c'est important de se dire, OK, je vais réapprendre à écouter mes besoins à moi. Moi seul connais mes besoins. Hein. Si vous avez chaud, il n'y a que vous qui puissiez savoir si vous avez chaud ou pas. Hein. Quand vous avez froid, c'est pareil. Donc, personne ne va vous dire, ah mais si, tu as chaud. Bah, non, si vous n'avez pas chaud, vous n'avez pas chaud, quoi. Donc, vraiment, un besoin, ça s'écoute, ça se ressent. Et en tant que diététicien comportementaliste spécialisé en infertilité, on est là pour vous aiguiller, hein, parce qu'on sait quand est-ce que c'est plutôt normal. Et oui, oui, c'est un besoin qui est étrange, qui est particulier, mais c'est un vrai besoin. Ou quand est-ce que c'est plutôt une réponse à je voudrais bien faire parce que je veux absolument avoir ce bébé et je veux toujours tout bien faire et je culpabilise tellement. Hein. Et en plus, pas de peau, hein, le corps médical vous culpabilise tellement. Tellement, j'ai tout entendu. Hein. J'ai entendu, oui, mais comme vous êtes en surpoids, vous n'aurez jamais d'enfant. Mais comment c'est violent! Mais c'est violent! Alors, c'est faux. Déjà, c'est faux. Hein. On a entendu aussi, ah oui, mais de toute façon, si vous êtes infertile, c'est de votre faute, vous ne mangez pas de viande. C'est faux!
d'accord? On le voit bien sur la planète Terre, il y a quand même beaucoup de végétariens, végétaliens, c'est plus compliqué, mais de végétariens qui peuvent avoir des enfants. C'est pas ça, hein. Donc vous n'êtes pas la cause de votre infertilité, hein, petit nota bene, mais c'est important de l'entendre au moins une fois. Mais par contre, on est là uniquement pour optimiser. Encore une fois, l'alimentation, hein, elle est vraiment là pour optimiser. Donc, on va vous guider, hein, pour vous pouvoir vous écouter et vous seul connaissez vos besoins, mais par contre, on va vous réapprendre à vous connecter avec cette machine. Très souvent, vous avez du mal à vous connecter avec elle parce que tout simplement, vous la détestez, hein, cette machine. Hop, donc, comme vous détestez cette machine, c'est pas évident. Euh, on va avoir aussi une problématique de culpabilité, donc on va gérer ça, une culpabilité alimentaire. Voilà. Donc, pour optimiser son alimentation, on va faire attention à l'alimentation émotionnelle aussi, hein, je mange, que va optimiser ou appuyer ou renforcer les hormones que vous allez prendre. Hein, on le voit très bien encore une fois avant ces règles. Je vous raconte pas quand vous êtes boosté aux hormones. Vous pouvez avoir des symptômes dépressifs même, hein. Je suis malheureuse, j'y arriverai jamais, je me sens nulle, je bouffe. Ou une surfatigue, je suis crevée pour tenir au boulot, je bouffe. Et tout ça, ça optimise pas, hein, le corps. Donc c'est ce qu'on va travailler ensemble. J'ai marqué sur la slide également, privilégier les viandes bio quand on peut, si on peut, consommer les fruits et légumes de saison lavés et épluchés, avoir une alimentation aussi appropriée à des maladies chroniques, à des intolérances ou autres. Ça, c'est important. Et pour les hommes, avant leur fameux don de sperme, surtout pas d'alcool et je dirais ne pas avoir de défaut protéiné. C'est pour ça qu'effectivement, manger viande, poisson, enfin 2 fois par semaine le poisson, mais ou œufs, ça peut être intéressant pour optimiser. En tout cas, on veille à ces apports-là. Si monsieur est végétarien, consultation pour s'assurer le bon apport en protéines. C'est extrêmement important puisque la protéine est la matière première et principale du spermatozoïde. C'est pour ça donc qu'il nous faut des matières premières de fabrication. D'accord? Pour optimiser la fabrication. Si vous avez n'importe quel doute sur ces points-là, consultez un diététicien comportementaliste spécialisé en PMA ou endométriose. Alors, comment se faire aider? Je pense qu'on a quand même eu pas mal de petites pistes là, pour tous ceux qui ont suivi ce direct live sur Instagram ou la conférence. Euh, mais surtout, se faire aider, c'est avoir l'espoir. L'espoir, garder l'espoir. Ça ne veut pas dire que on pense que les choses vont bien se produire, mais ça signifie simplement que nous pensons que les choses auront un sens. Ça, c'est Václav Havel. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que euh, être bien accompagné, hein, c'est vivre les vagues d'espoir. Les vagues d'espoir veut dire espoir, désespoir, espoir, désespoir. D'accord? Attente du résultat. Euh, et puis, déception ou bonheur. Et là, panique. Mon Dieu, je suis enceinte, comment je vais faire? Je vais le garder, pas le garder, je vais le garder, je vais pas le garder. Je lui donne pas de prénom, je veux pas qu'il existe avant des 7 mois et demi. On peut avoir toutes les réactions possibles et inimaginables. Le but du jeu, hein, c'est de trouver que ces choses ont un sens et on est là pour apporter du sens à votre parcours. Euh, je fais partie d'un cabinet qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement de l'infertilité, des grossesses précieuses, des bébés précieux, que ce soit, je dirais, en maman solo, en couple homo, en, en couple hétéro, enfin, bref, tous les accompagnements sont là. On a au sein du cabinet de l'Arbre de Vie euh, des psychiatres, des sages-femmes, des ostéos, enfin, une sophrologue, etc qui peuvent vous accompagner, pas dans toutes les matières, mais aussi en visio et à distance. Et c'est important de temps en temps d'être accompagné en visio et à distance pour tout ce qui est PMA, parce qu'on a tellement de rendez-vous que c'est quand même hyper confortable d'avoir des rendez-vous directement allongés sur son canapé chez soi. Donc n'hésitez pas. Nous, en tout cas, en tant que diététicien comportementaliste, notre parcours ou le suivi qu'on vous propose, c'est de vous reconnecter avec l'écoute de vous-même, pour vous reconnecter avec vos besoins, euh, pour sentir ce dont vous avez besoin, votre rythme alimentaire, quand est-ce que j'ai besoin de manger, ici, pas maintenant, oui, non.
pour éviter des surcharges aussi digestives hein, qui ne vont pas optimiser la PMA, puisque on rappelle, le système digestif, c'est là où c'est exactement placé au même centre que le centre de la nidification. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas trop de ballonnement, pas trop de gaz non plus, par exemple. Et puis aussi, ça peut être un centre de douleur à cause de l'endométriose, donc au niveau des parois qui s'enflamment. Donc, on va travailler aussi pour que votre système digestif soit optimisé, pour pas appuyer sur des zones qui pourraient être douloureuses. Euh, donc, on travaille tout ça, on travaille ses besoins en termes de nutriments. Votre corps va vous dire ce dont il a besoin. Le but du jeu, c'est à nouveau l'écouter, à nouveau lui parler, même si on l'aime pas, même si on lui en veut, même si on a de la rancœur contre lui parce qu'il fonctionne pas correctement, parce qu'il nous frustre, parce qu'on n'a pas encore ce bébé qu'on veut avoir. Euh, mais on va quand même remettre un lien. Donc, en tant que diététicien comportementaliste, notre rôle, c'est de remettre un lien avec ce corps, oui, qui dysfonctionne, mais qui vous veut du bien. Sans lui, vous ne seriez pas là. Et c'est important pour savoir ce dont il a besoin de l'écouter. Ensuite, on va travailler comment respecter ses besoins, hein, comment affirmer ses besoins, comment répondre à ses besoins. Donc, on va se mettre à l'écoute du corps et puis, peu à peu, on va optimiser le projet bébé. Et puis, en même temps qu'optimiser le projet bébé, on va aussi peut-être regonfler son ego, puisque l'estime de soi est sacrément touchée hein, par cette PMA, par le fait qu'on ait du mal à avoir un enfant, alors que tout autour de nous, tout le monde tombe enceinte, qu'il y a des femmes enceintes partout, des poussettes partout. Voilà, je vais terminer. Hein. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. J'en ai vu quelques-unes passer. J'y ai répondu en direct, hein, sans que ça s'est vu, sans que ça se soit vu. Hein. Merci de m'écouter. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer des mails hein, également à contact@florence-pujol.org ou tout simplement regarder toutes les ressources hein, que je vais pouvoir mettre à fur et à mesure hein, sur mon site internet hein, www.florence-pujol.org ou encore mieux, n'hésitez pas également à aller sur le site internet du cabinet parisien de l'Arbre de Vie qui se trouve au boulevard Port-Royal. Là, vous trouverez tous les contacts de professionnels. Il y en a d'autres hein, dans la France entière. Il y a des sophrologues, des diététiciens, des ostéopathes, des chiropracteurs qui sont spécialisés en PMA, en grossesse précieuse. Hum, voilà, donc n'hésitez pas à venir. On est là pour vous accompagner. L'accompagnement veut dire un, un séjour, un passage, un voyage, une torture, une course d'endurance qui se passera avec moins de douleur, avec plus de confort. On va optimiser aussi le couple, l'amour du couple, et puis peut-être un peu d'amour de soi, pour vous accompagner que, je dirais, le projet bébé soit abouti ou qu'il ne le soit pas. On reste là avec vous avant, pendant et après. Donc, n'hésitez pas à partager ce live à toutes les personnes concernées, ça donne des bases. N'hésitez pas à le partager aussi dans toutes les associations si vous trouvez que ça peut être utile. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations, il y a des associations qui sont très connues, hein, comme Maya, comme les Cigales de l'Espoir, etc. Mais il y a d'autres qui sont moins connues. Hein. Et puis surtout, hein, souvent, vous formez des petits groupes entre vous d'entraide. C'est magnifique. Continuez à vous créer des petits groupes où vous prenez un café entre vous pour pouvoir dire: «Ah, t'as vu, on m'a dit ça, l'autre a pensé m'aider, mais pas du tout, c'est horrible ce que j'ai pu entendre». Vous avez besoin de ça aussi, hein, c'est important d'être soutenu. Hein. N'hésitez pas aussi, la PMA pour messieurs, hein, c'est difficile souvent d'en parler, c'est un sujet tabou. Hein. Il y a un psychologue, il y a des psychologues qui sont merveilleux, qui sont des hommes, qui parlent aux hommes, mais vous pouvez aussi en parler autour de vous. Hein. Voilà. J'espère que tout va être optimisé pour vous. Hein. J'espère également que ces informations ont été utiles et efficaces. Je sais qu'elles le sont d'expérience. Euh, et n'hésitez pas à prendre contact pour n'importe quelle prise de rendez-vous directement via le site internet, soit de l'Arbre de Vie hein, pour contacter d'autres professionnels de santé, soit directement sur mon site internet hein, si vous voulez des consultations ou poser vos questions. N'hésitez pas également à poser des questions directement sur Instagram suite à ce direct. Je vous y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis au revoir. Profitez bien et bon courage. Au revoir.